Eh bien, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce dernier webinaire fluo de l'année, et pas des moindres, puisqu'on accueille une jolie bande de product marketing managers avec nous sur un sujet ô combien intéressant, puisque on a choisi, enfin, les filles ont choisi, Carlotta, Diane, Charlotte et Chloé, le sujet comment convaincre les stakeholders de mettre en place une stratégie de product marketing dans vos organisations. Évidemment, on reviendra sur que fait le product marketing. Et évidemment, je vais laisser nos invités se présenter brièvement avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Carlotta, tu veux commencer? Oui, je peux commencer avec plaisir. Déjà, bonjour à tous. Je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Du coup, moi, c'est Carlotta. Ça fait 2 ans que je travaille comme PMM pour l'application Decathlon Outdoor, qui est l'application de randonnée de Decathlon. Et en parallèle de ça, j'ai créé le podcast Product Marketing Stories, où toutes les participantes au workshop aujourd'hui ont eu le plaisir d'être venues à mon podcast. Donc, c'est génial si vous voulez continuer plus tard les discussions. Et donc, le podcast qui a un an et demi et qui a aussi pour objectif de démystifier le product marketing et de partager des expériences des product marketeurs de tout horizon. Merci Carlotta. Chloé? Yes, bonjour tout le monde. Donc moi je suis Chloé Girardin, je suis PMM depuis 4 ans. Je suis aujourd'hui en freelance pour exercer mon métier de PMM. Et moi aussi j'ai mon podcast, mais là pas que sur la partie PMM. Il s'appelle Les Meneuses et c'est pour mettre en avant les femmes et les minorités de genre dans la tech. Donc au travers d'interviews de personnes qui travaillent dans notre secteur et mettre en avant un peu les parcours. Et j'ai eu Marion notamment avec un super épisode pour parler du product management. Je vous le conseille. Et à côté de ça, je crée des contenus sur la partie product marketing avec une newsletter et pas mal d'activités sur LinkedIn. Et je vais passer la main à Diane, qui est aussi freelance comme moi. Hello tout le monde, très contente d'être ici aussi et de partager le micro avec mes acolytes PMM, surtout sur un sujet aussi intéressant. Et du coup, comme le disait Chloé, moi j'accompagne en tant que PMM freelance des PME sur 2 formats. Il y a un accompagnement plutôt long terme pour déployer des stratégies product marketing qui vont être transverses, notamment quand il n'y a pas encore d'équipe dédiée au sein de l'entreprise. C'est ce que je fais depuis 1 an avec Figures en part-time. Et un autre format plutôt court terme où là, je vais plutôt adresser des verticales ciblées, comme le positionnement, le lancement d'une nouvelle offre. Donc voilà, je combine un peu les deux depuis presque 3 ans maintenant. Et Charlotte, je te laisse la main. Yes, merci. Bonjour à tous, moi c'est Charlotte. Je suis hyper contente d'être là et pareil entourée de 3 autres super PMM. Moi, ça fait un peu plus de 4 ans que je fais ce métier. En réalité, j'ai toujours fait du PMM parce que j'ai commencé en alternance pendant mes études, puis en CDI, puis maintenant en free, comme Chloé et Diane. Et ça fait voilà, 1 an tout pile, là, je souffle ma première bougie presque jour pour jour en free. Donc voilà, je suis ravie d'être là avec vous. Merci à vous pour cette belle présentation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on a envie de vous poser une question à tous. Donc, je vous invite à évidemment répondre dans le chat à cette question-là. Et si vous avez d'autres questions tout au long de ce webinaire, donc moi, je suis là pour les recueillir, les poser aux filles au bon moment. Et on se gardera un petit peu de temps aussi à la fin pour en répondre au maximum. Donc, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui dans ce webinaire? Donc, 4 réponses. La première, est-ce que vous n'êtes pas PMM, pardon, et vous souhaitez recruter ou lancer une stratégie product marketing dans votre entreprise? La réponse B, vous n'êtes pas PMM, et vous souhaitez comprendre et mieux comment collaborer au mieux avec le product marketing. La C, je suis PMM, mais je peine à démontrer ma valeur au sein de mon organisation. Ça peut arriver aussi. Et la D, une simple curiosité. Allez-y, on vous laisse quelques secondes avant d'enchaîner. Intéressant. Pas mal de D et de C. Ok, très, très chouette. J'ai l'impression qu'il y a plus de PMM qui veulent démontrer leur valeur. Aussi.
Je vous laisse enchaîner sur les bases du rôle. Ce qui sera intéressant aussi au fur et à mesure, c'est que vous allez vous donner votre regard sur le métier, sur les différentes composantes. Donc, je vous laisse la main dès à présent. Yes. Sur les bases du rôle, en fait, le product marketing, il commence quand même à prendre pas mal de place en France ces dernières années. On voit les évolutions, notamment dans les rapports Product Marketing Alliance aussi sur la place qu'on prend. Donc, l'idée, c'est pas forcément que de revenir dans le rôle, mais on va repartir de cette matrice qui commence aussi à être connue sur les interventions qu'on peut faire en tant que PMM au sein des différents départements. Le piège en fait dans lequel on tombe quand on est nous-mêmes convaincus qu'il faut mettre en place une stratégie product marketing, c'est que souvent on a tendance à prendre l'argumentaire à l'envers pour démontrer justement tout ce qu'on peut faire et démontrer la valeur qu'on peut apporter. Mais on va plutôt tomber dans une description de rôle qui peut être trop longue et surtout très micro pour les personnes à qui on s'adresse et à qui on veut démontrer cette valeur, donc des CEO, des CMO, des CPO, qui n'ont pas forcément le temps, qui sont très drivés par l'impact. Et donc, en fait, le storytelling n'est pas bon. C'est ce qu'on voudrait adresser aujourd'hui et vous donner des clés de discours pour mieux argumenter sur la valeur du PMM. Et essayer de convaincre par l'impact budgétaire ou business du rôle du product marketing. Donc, plutôt que de partir d'une liste de tâches qu'on peut exécuter en tant que PMM, on va plutôt vous proposer de construire un argument qui part d'abord d'une capacité à repérer et surtout énoncer les signaux qu'on va avoir et les problèmes qu'on pourrait résoudre en tant que PMM. Ensuite, lié à ces signaux, un impact concret business sur la résolution de ce problème et si possible un impact monétaire puisque c'est ce qui va tilter à l'oreille de nos interlocuteurs. Et seulement après ça, lister, si on veut bien l'entendre, les actions qu'on va mettre derrière pour répondre à cet impact-là. Aujourd'hui, on va quand même partir de la base du rôle du product marketing et des 4 départements pour vous donner ces argumentaires-là. Et pour commencer, je passe la main à Carlotta sur le focus produit. Oui, et pour compléter ce que tu dis, Diane, peut-être ce qui peut être intéressant là pendant du coup ces 45 minutes, c'est aussi de vous poser la question par rapport à, on va passer fonction par fonction, où est-ce que vous voyez, vous, les plus grosses problématiques? Parce que ça fait énormément de choses, on ne peut pas s'attaquer à tout en même temps, et donc de dire, mais en fait, peut-être il faut que je commence par le produit, peut-être que c'est par le customer success, et en fait, c'est comme ça aussi que, en prouvant la valeur par un pan, c'est plus facile après d'argumenter pour aller sur les autres fonctions. Et donc, côté produit, quand on se pose la question en tant que PMM, comment est-ce que je peux apporter de la valeur pour les équipes produits tech? En fait, le PMM, il va surtout être là quand il va y avoir un besoin d'articuler la valeur du produit de manière à ce qu'elle résonne sur le marché cible. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est de se dire, quand j'ai un produit, un bon produit aujourd'hui ne suffit plus à pénétrer le marché, à faire en sorte qu'il soit connu et utilisé. Et donc, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte pour que le super produit qui est développé par les équipes produits et tech, quand il est sur le marché, il soit utilisé, il soit connu et qu'il y ait de la récurrence aussi dans son usage. Et donc, si on va un peu plus dans le détail, quand on arrive en tant que PMM ou même quand on n'est pas PMM, on peut faire au début un constat très simple et de se dire oui ou non, est-ce qu'il y a un problème? C'est est-ce que les équipes marketing, sales, customer success et produits, est-ce qu'elles sont alignées sur comment je décris le produit en une phrase, en fait? Quelle est la proposition de valeur? Qui sont les concurrents, les alternatives sur le marché? Si on pose la même question et qu'on a 3 réponses différentes, ça veut dire qu'il y a un problème d'alignement. Et si en interne déjà, on n'est pas d'accord, c'est sûr que ça va se voir et ça va se sentir quand on lance le produit sur le marché et qu'on communique dessus. Et c'est de la même chose quand on parle aussi de vision produit. Quand on ne sait pas en fait où on va, quand même les équipes marketing ou sales n'ont pas une vision sur en fait où est-ce que le produit, où est-ce qu'on veut aller dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, quelle cible on va aller adresser, c'est dur aussi de se projeter et de se dire en fait on n'est pas que dans l'opérationnel, mais on construit aussi ensemble une stratégie marketing, sales qui soit alignée, que ce soit en termes d'organisation, de budget, vers le développement du produit et vers la cible, par exemple, qu'on veut aller atteindre.
Carlotta, je te coupe pour rajouter, mais la fameuse implication aussi du product marketing un peu plus en amont que juste pour le lancement, qu'on a un peu tous, on a un peu tous fait l'expérience d'être consultés parfois trop tard. Et du coup, ça, pour le coup, en plus, on le retrouve aussi dans le focus que tu vas faire, Charlotte. Mais je pense qu'il y a là, on le présente effectivement par département, mais en fait, il y a plein de choses qui se recoupent et c'est plutôt des actions qui doivent être menées de manière transverse et qui sont bénéfiques à toutes nos relations avec les différents départements, quoi. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, toutes les actions finalement pour faire en sorte qu'il y ait un alignement et qu'on s'assure en fait que le produit qu'on développe, on le vend, on le market comme on le veut, c'est en fait de travailler le workshop du positionnement par exemple, ou le benefit ladder qui est de se dire on part des fonctionnalités produits pour aller jusqu'au bénéfice émotionnel. C'est pas quelque chose que le product marketer ou que le produit ou que je ne sais qui dans l'organisation va faire dans son coin et va dire j'ai la vérité et je vous donne le papier. Non, au contraire, il faut que ce soit quelque chose qui soit en collaboration. Chacun, en fait, apporte une vision différente de son point de vue selon la fonction dans laquelle il est. Et c'est tout ça, en fait, qui permet de se dire, OK, voilà où est-ce qu'on veut aller côté dans notre stratégie produit. Voilà, du coup, la cible qu'on veut aller adresser, l'ICP, les concurrents, etc., etc. Et donc, c'est vraiment cette mise en commun aussi qu'on a commencé à faire chez Decathlon typiquement, de se dire, chaque équipe a des OKR, des roadmaps, et donc vraiment de les mettre en commun dès le début. L'équipe produit va faire ses OKR et sa roadmap, le marketing aussi. En fait, avant de se mettre la tête dans le guidon et de se lancer là-dedans, on a une séance d'alignement où chacun se présente les OKR, chacun présente sa roadmap et se dit « Ok, là, on a une interdépendance » ou là, nous, on n'a pas priorisé ça alors que vous en avez besoin côté produit pour le faire. Comment est-ce qu'on s'arrange? Et c'est ce qui permet derrière de travailler, de collaborer ensemble et d'aller dans la même direction sans être après en mode on se bat ou des... on se bat pas dans la vraie vie avec un bâton, mais nous, on n'est pas d'accord, quoi. Le dernier sujet peut-être aussi qui peut être intéressant, et c'est ce que tu disais Diane, c'est de se dire en fait le produit il évolue sans cesse, surtout dans le monde du produit tech digital, on fait beaucoup d'itérations et en fait parfois même nous en interne on ne se rend pas compte de toutes les évolutions du produit d'une année à l'autre en 6 mois. Et on peut aussi se rendre compte via des métriques comme les MAU, le taux d'adoption de features, le taux d'install du login à la première activité, qu'il y a peut-être des trous aussi sur ce funnel d'activation. Essayer de le comprendre en fait d'où ça vient. Est-ce que c'est parce que les utilisateurs ne connaissent pas la fonctionnalité? Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas claire? Les utilisateurs ne comprennent pas la valeur ou ne savent pas comment l'utiliser? Et donc après, tout ça, c'est un travail de go-to-market, de dire comment est-ce qu'on l'optimise, comment est-ce que plutôt que de pinguer les utilisateurs dès qu'il y a une nouvelle feature, on se dit chaque mois ou chaque 6 semaines ou chaque 2 mois, on fait une communication globale de toutes les nouvelles features en segmentant la base par rapport à l'utilité selon les segments d'utilisateurs. Comment est-ce qu'on améliore l'onboarding? Et donc ça, c'est aussi avec le Customer Success. Comment est-ce qu'on fait une segmentation des audiences avec les équipes CRM? Voilà, il y a plein d'actions spécifiques à faire avec des équipes pour vraiment s'assurer que quand le produit il est développé, il est prêt, on s'assure derrière qu'il est utilisé et qu'il est connu, quoi. D'où l'importance, il y avait une question dans le chat pour les bons conseils, Chloé a répondu, pour être bien appliqué dès la discovery. Moi, avec ma casquette de coach produit, je dirais même encore plus en amont. Tu as parlé, Carlotta, d'OKR chez Decathlon. Et les OKR, c'est une stratégie, c'est une exécution de la stratégie, pardon. Donc évidemment, il faut avoir toutes les personnes de l'équipe, donc tous les rôles impliqués le plus possible en amont pour pouvoir justement s'organiser et que tout le monde ait une vision complète et commune de tout ce qu'il y a à faire. Et sur l'implication de la discovery, pour rajouter encore un élément, je pense que pour avoir un point de départ qui est très pragmatique, si vraiment il y a une peine à être entendu et intégré en phase de disco, on peut aussi faire nos petits calculs savants et se dire tout simplement combien de features qu'on a sorties n'ont pas été utilisées et combien de temps on a passé en fait à sortir ces features-là, pas seulement côté product marketing, mais toutes les personnes qui ont été impliquées.
ce qui fait beaucoup de personnes. Et on peut démontrer assez rapidement en temps homme le nombre de fonctionnalités qui n'ont servi à rien et là où on a perdu du temps. Et donc avoir un impact sur comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'impact sur des tâches à forte valeur ajoutée et donc faire remonter le product marketing au niveau discovery, quoi. Je rajoute un dernier petit point et ça fera le lien potentiellement avec ma slide d'après, je spoil un peu. Mais ça répond aussi à la question. Je pense qu'il y a aussi une dimension où le but, c'est d'être aussi proactif et ne pas forcément attendre que l'équipe nous contacte pour nous dire que quelque chose d'intéressant va arriver. Donc le fait de mettre aussi en place des routines qui sont établies et qui sont régulières, ça permet de ne pas manquer le coche aussi de certains éléments qu'on pourrait louper au fil du temps, quoi. Donc je pense que c'est aussi un point qui est important. Justement, côté marketing, Charlotte. C'est ça fait un bon lien. Ouais. Et bien, côté marketing, alors le rôle du PMM, il pourrait paraître simple parce que le but, c'est de créer des messages. Donc jusque-là, on se dit, finalement, c'est pas si dur. Pardon, je perds ma voix. Mais en fait, le plus difficile, c'est que créer des messages, ça suffit pas. Et ça demande aussi beaucoup d'implication et de recherche en amont pour aboutir au bon message. Parce qu'il faut qu'il soit, comme c'est écrit, clair, pertinent et différenciant. Et pour avoir ce message parfait, il faut forcément avoir un positionnement produit qui est établi. Donc, ça revient aussi à l'implication côté product. Il faut pouvoir toucher les bonnes cibles au bon moment. Et tout ça pour permettre d'atteindre les objectifs forcément d'acquisition qui sont fixés au sein des équipes marketing. Donc, ça demande en réalité une grosse implication et pas mal de travail. Donc, dans la slide suivante, je vous ai listé quelques éléments qui peuvent vous aider. Ah, il manque une case. Bon, je vais faire 100 jusqu'à ce que peut-être elle réapparaisse sur le diapo. Le premier point, c'est qu'en général, et justement, on en a parlé avant, les équipes marketing ont du mal à anticiper les lancements qui arrivent par manque d'infos, par manque d'organisation. Et ça, c'est un problème qui est assez récurrent et qu'on voit assez souvent. Et l'objectif de... Ah, je vois plus rien. Ah, ça y est. Ah bah non, ça n'a toujours pas réapparu. Bon, je vais faire sans, c'est pas grave. Moi, je ne sais pas pourquoi. Excuse-moi, Charlotte. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, l'objectif de travailler sur ce point-là, qui est quand même assez important et qui est quand même le cœur de notre métier en tant que PMM, le go-to-market, ça reste bien 70% de notre travail quotidien. C'est de pouvoir améliorer tout simplement l'impact de tout ce qui est fait côté produit, parce qu'en effet, développer un super produit, c'est cool, mais si derrière, on n'en parle pas, en fait, on jette quand même à la poubelle énormément d'efforts qui sont faits en amont. Donc forcément, on va améliorer l'impact du lancement dans sa globalité. Donc ça va aller de l'acquisition à l'engagement sur les campagnes et forcément à la conversion derrière des prospects en clients. Il y a énormément de choses qu'on peut faire pour mieux anticiper, mieux coordonner ces actions. Donc, il y a en effet les rituels, on en a parlé juste avant, donc être plutôt proactif sur ce sujet-là. Je conseille de commencer par des rituels avec les équipes produits, mais bien évidemment, je pense qu'en tant que PMM, on est d'accord qu'on fait des rituels avec quasiment toutes les équipes. L'idée de ces rituels, c'est de pouvoir discuter de ce qui va arriver sur le produit, s'il y a des changements dans la roadmap, ce qui arrive souvent, et je pense qu'on en est tous témoins au quotidien. Et ça permet aussi de prioriser les lancements. Je pense que c'est un conseil qu'on donne toutes et tous beaucoup. Mais toutes les releases produits ne nécessitent pas forcément un lancement côté marketing, sinon forcément ça devient hyper compliqué d'assumer ce rôle, d'autant plus quand on a des problèmes d'anticipation et de coordination autour de ces sujets-là. Donc voilà, premier conseil, vraiment prioriser vos lancements, essayer d'établir une sorte de matrice de priorité en fonction de l'impact que peut avoir ce lancement, et ça vous aidera aussi à y voir plus clair dans ce qui vous reste à faire. Et pour y voir plus clair, je conseille aussi de mettre en place un vrai document de suivi de projet, un document commun sur lequel tout le monde pourrait intervenir, interagir et consulter. Le but, c'est d'avoir forcément les infos sur le produit, qu'est-ce qui va arriver, quelle cible on touche, de pouvoir définir les messages et de pouvoir aussi définir forcément les actions marketing et que chacun puisse bien savoir où on en est par rapport à la date de lancement qui est annoncée.
Donc ça, c'est vraiment une grosse organisation qu'il y a à trouver. Mais en tout cas, je pense qu'il y a plein de petits quick wins à mettre en place pour améliorer ça. Et si on passe à la partie suivante, vous allez voir les deux prochaines parties sont... Ah non, j'étais encore sur la slide d'avant, Marion. Les deux prochaines lignes sont assez dépendantes l'une de l'autre. La partie positionnement, Carlotta, on a pas mal parlé avant. On se rend compte souvent en tant que PMM, quand on commence à rédiger des messages, qu'en fait, le positionnement, il n'est peut-être pas forcément bien établi. Et donc, on est obligé de remonter toute cette boucle qui nous fait perdre pas mal de temps quand on se rend compte qu'en fait, il y a un problème vraiment à la racine. Donc, cette méconnaissance, elle peut vraiment être un petit peu cata pour les équipes marketing parce que souvent, ça amène à beaucoup de dépendance. Donc, on va se retrouver au marketing et aller tout le temps solliciter les équipes produits pour avoir des infos sur telle feature qui va sortir. Enfin, ça peut amener pas mal de confusion dans les équipes. Donc, vraiment, on a tendance à pas assez le faire, mais former les équipes marketing aux produits, c'est indispensable. Et en général, les équipes marketing, vu qu'on a une attente de ROI qui est assez forte et aussi de délivrer beaucoup de contenu, on a tendance à oublier dès l'onboarding qu'en fait, c'est hyper important de se former aux produits parce qu'au moment de créer du contenu, après, ça devient hyper difficile. Et en réalité, le produit, souvent, on communique pas assez dessus. Donc voilà, ça peut vraiment vous mettre dans un cercle vertueux de se former sur le produit. Et forcément, quand on connaît le produit et quand on a un super positionnement, c'est vachement plus facile de créer les bons messages. Ça demande du temps, mais on peut quand même trouver des actions et des quick wins qui permettent au fil du temps de créer les bons messages, de faire de l'A/B test, d'aller analyser les données du CRM pour voir quels prospects on a en face de nous, quels sont ses pain points. Alors, bien évidemment, il faut que le CRM soit bien rempli et je sais que c'est encore un autre sujet qui peut être un peu compliqué. Mais en tout cas, il y a plein de sources d'infos qui peuvent être dispo dans votre entreprise pour essayer de tester. Donc, ça reste un travail de longue haleine, mais ça en vaut le coup. Parce qu'un bon message, c'est en fait un taux d'engagement sur vos campagnes qui va être 1000 fois supérieur, un taux de rebond qui va disparaître dans la mesure du possible. Et forcément, ça va aussi avoir des incidences sur le churn. Et on n'en parle pas beaucoup en termes de marketing, on est très focus sur l'acquisition. Mais plus on va avoir des prospects qui sont qualifiés, plus on va avoir des messages qui sont pertinents, moins il va y avoir de déception au moment de découvrir le produit et de l'adopter. Donc en réalité, le marketing a aussi son rôle à jouer dans le churn. Et ça, c'est un sujet qu'on ne creuse pas beaucoup, mais je pense que ça sera creusé dans la partie suivante, peut-être avec Chloé et puis Diane ensuite. Ouais, carrément. Du coup, on va passer à nos amis, les sales, les commerciaux, ces fameux, personas parce que, au final, là, on vous parle un peu de toutes les équipes, mais en tant que PMM, on doit aussi avoir nos propres personas en interne pour, comprendre leurs besoins, comprendre comment on va les accompagner et les sales, ce sont, des sacrés personas et donc l'idée, en tant que product marketing, c'est, d'aller, les accompagner à accélérer toute la partie cycle de vente avec des bons outils, des bons arguments. Donc, ça rejoint un peu ce que disait Charlotte sur la partie marketing. Si les messages sont bons et cohérents avec ce que fait réellement le produit et si les personnes qui voient donc une publicité, une ads, etc., ensuite dans le discours des sales a le même discours, que c'est harmonisé et que derrière, quand on arrive sur le produit, c'est vraiment ce à quoi on s'attend, ça évite le churn parce que c'est super cool d'avoir de l'acquisition, mais sauf que si derrière, dès que la personne va découvrir ton produit et il va y avoir un aspect déceptif, du coup, ça va churner et ça va du coup impacter négativement donc, le business côté entreprise. Et l'autre enjeu avec les sales, ça va vraiment être de créer un pont entre le business et le produit parce que très souvent, il y a énormément de silos, peu de discussions et ça peut créer énormément de frustration des deux côtés, alors que si on travaille tous et toutes avec les mêmes objectifs et en étant tous inclus au bon moment, c'est comme ça qu'on fait le succès du produit et forcément le succès de l'entreprise. Donc, pour aller un petit peu plus dans le détail, sur la prochaine slide, s'il te plaît, Marion.
Parfait. Du coup, il y a 2 gros patterns, sur lesquels on va pouvoir intervenir en tant que PMM. Le premier, comme je vous disais, c'est que souvent les discours sont pas forcément harmonisés entre les sales. Donc on va avoir un sales qui va dire A, un sales qui va dire B. Au final, quand l'utilisateur va découvrir le produit, ça va être C. Et donc derrière, ça peut entraîner du churn. Peut y avoir de la survente, de la promesse, et cetera. Et donc l'idée, on va aller chercher à impacter donc le temps de cycle de vente, donc le raccourcir, la conversion, mais aussi toute la partie usage des assets pour s'assurer que tout ce qu'on raconte, toute l'histoire qu'on raconte autour du produit est bien réelle, répond bien à un besoin et est bien la même racontée par tout le monde. Donc là, en tant que PMM, on peut avoir plusieurs axes sur lesquels on va aller travailler. On va y avoir toute la partie de création d'assets, de communication pour les commerciaux, pour que tout le monde ait les mêmes, même si vous connaissez très bien nos amis les commerciaux, c'est que chacun va aller faire ses propres slides un petit peu et ruiner un peu notre travail parfois. Et en fait, l'idée, ça va être également de les accompagner en shadow, donc quand ils font des calls, donc avec des prospects, pour déjà voir s'assurer que les discours sont cohérents, voir aussi ce qui marche et ce qui ne marche pas forcément donc auprès des prospects et adapter derrière toute la partie création d'assets de communication. Parce que comme je vous disais, en tant que PMM, nous, c'est super important d'être mis dans la boucle dès le début de la discovery, mais c'est ultra important également d'inclure les personnes qui sont customer facing. Donc quand je parle des personnes qui sont customer facing, il y a les sales, mais il y a aussi les CS, il y a aussi toute la partie care, etc. Les inclure dès le début pour s'assurer qu'on est tous dans la même dynamique et que tout le monde va dans le même sens et ça va forcément impacter donc, les discours. Et ça revient du coup sur le second pattern où là, on a trois points qui sont très souvent récurrents dans les entreprises. Et comme je vous disais, c'est le silo qu'il y a entre les équipes customer facing et les équipes produits, ce qui fait qu'il y a plusieurs problématiques qui en ressortent. C'est qu'il y a énormément de frustration parce qu'il n'y a pas ou peu d'échanges et les sales n'ont pas forcément d'impact sur la roadmap. Il y a un manque de coordination également sur la partie lancement en n'ayant pas ou peu de visibilité sur ce qui est fait, sur ce qui va être fait et peu de sollicitations en amont de tout ça. Et en plus, il y a généralement un manque d'informations et de documentation produit. Donc ça crée forcément tout un tas de difficultés et on va aller y répondre côté PMM, comme disait Charlotte, sur de la formation régulière. Moi, ce que j'avais fait dans mon ancienne entreprise, c'est qu'on sait que chacun, on a un peu tous la tête dans l'eau, on a un peu tous nos objectifs, etc. C'est que j'avais essayé de sortir un peu une carotte. Donc, j'avais un peu gamifié toute la partie communication produit. Donc, avec une newsletter où dans la newsletter, il y avait un quiz avec 3 questions et derrière, il y avait un classement. Donc, forcément, ça vient un peu titiller aussi l'envie de devenir premier ou première du classement, de battre son copain, sa copine. Donc, ça, c'est chouette. Et pareil, j'avais mis en place une formation donc, mensuelle à chaque début de mois pour partager et faire la démonstration de tout ce qui a été fait, de relier tout ça aux OKR de l'entreprise, des OKR qui doivent être les mêmes parce que quand on lance une fonctionnalité, s'il n'y a que des objectifs côté produit, qu'il n'y a pas d'objectifs côté CSM ou sales, forcément, il peut y avoir des fonctionnalités derrière qui ne sont pas utilisées, etc. Alors que si on a tous et toutes les mêmes objectifs, donc ça, c'est vraiment déterminé côté manager, derrière, quand on présente, on fait la démo de la fonctionnalité, on le raccorde à un objectif, à un plan d'action qu'on a déterminé tous ensemble. Et donc là, pareil, dans les formations, j'ai ajouté des petits quiz, des trucs comme ça pour animer. Et du coup, à la fin de l'année, il y avait 4 équipes. Et donc, l'équipe qui a gagné le plus de points gagnait une soirée ensemble. Et donc, forcément, ça crée du lien, ça crée de l'intérêt sur ce qui sortait. Et ça a créé aussi de l'intérêt sur toute la documentation qui était créée. Et ça, c'est super important, c'est d'essayer d'aller chercher ça. Et un autre point qui est super important également dans tout ce qu'on crée, c'est de co-créer avec les personnes pour lesquelles on va faire les choses. C'est-à-dire, je vais faire une battle card, je vais faire une démo, un tuto, etc. Je vais solliciter les personnes qui vont les utiliser derrière. Parce que si on passe du temps à créer un asset, même juste en interne ou un document de formation
information et que personne ne le regarde, c'est du temps perdu. Et comme on disait, le temps humain, c'est de l'argent pour l'entreprise, donc c'est de la perte d'argent. Donc l'idée, c'est vraiment d'inclure tout le monde et d'essayer de co-créer tout ça. Et donc ce que vous pouvez faire, notamment côté sales, où ils ont quand même, ils sont beaucoup sollicités, etc., c'est de trouver un champion ou une championne dans l'équipe qui a une appétence pour le produit, etc., avec qui on s'entend bien aussi, c'est toujours plus cool, et de faire ça ensemble, donc de solliciter quand on commence à créer les assets ou les documents, la personne pour avoir son retour, pour avoir son feedback et s'assurer que ce qu'on va créer, ça va répondre à un besoin et ça va avoir de l'impact, exactement comme quand on va créer une fonctionnalité, faut s'assurer qu'il y a un besoin et un impact donc sur le marché et sur les utilisateurs. Donc là, c'est exactement pareil en interne. Et un autre point du coup qui est super important, comme je vous disais, l'idée, les sales, ce sont eux qui parlent au quotidien aux prospects, ce sont eux qui les connaissent le mieux, même si côté product, on essaye d'avoir des échanges réguliers ou de faire des shadows ou de faire des entretiens, des interviews bailleurs ou utilisateurs. Ce sont quand même eux qui ont vraiment la plus grosse connaissance du marché parce qu'ils échangent avec eux. Et donc, cette idée, ça va être de pouvoir profiter de cette connaissance et de les inclure dès le début également de la réflexion côté roadmap, côté opportunité. Et donc ça peut se faire on a plusieurs leviers. Déjà, la mise en place d'un système d'insight. On va prendre donc tous les insights terrain que les sales vont faire, même les CSM, et les partager avec les équipes produits pour réfléchir ensuite à différentes opportunités et de la priorisation de la roadmap. Et on peut même aller encore plus loin, c'est que quand côté product, on a fait donc notre discovery, qu'on a plusieurs opportunités, etc., avant de valider la roadmap, c'est de faire voter aux équipes leur retour. Est-ce que ça, c'est prio pour toi ou non? Donc, faire tout un petit système de vote. Si ça vous intéresse, j'ai fait un template Notion que je peux vous partager. Et donc, ça permet OK, j'ai fait un insight à ce moment-là. Je vois que 10 autres commerciaux l'ont fait aussi, que ça a été recherché donc, par l'équipe produit et qu'il y a un vrai besoin et qu'il peut y avoir de l'impact. Et je vais pouvoir voter du coup pour cette opportunité. Et quelques semaines plus tard, quand la roadmap aura été déterminée, je vais voir que du coup, mes insights, mes efforts et mes retours du terrain n'ont pas été vains. Et ça va créer un sentiment qui est très fort et qui va rapprocher forcément les équipes produits et business. Avec, bien évidemment, on va doser, on ne va pas leur dire de faire la roadmap, mais c'est vraiment prendre en compte leurs insights, leurs retours qui sont hyper précieux. Et ça va vraiment permettre de créer une relation assez forte entre les équipes. Et de tout ça découle forcément beaucoup plus un produit qui est co-créé vraiment avec toute l'entreprise, avec tous les retours et on s'assure qu'il y a un vrai impact marché et en interne une proximité qui fait que il n'y aura pas de silo, il n'y aura pas de discours derrière moi j'ai vendu ça, pourquoi tu l'as pas priorisé, pourquoi c'est pas dans la roadmap, mais ça on l'a, ça sert à rien, tout le monde s'en fout, etc. Ce sont le genre de choses qui peuvent popper dans les discussions. Et donc, toutes ces actions, évidemment, elles vont aider à aller dans un meilleur sens et forcément à apporter plus d'impact sur le marché, mais aussi pour le business de l'entreprise. Évidemment, on va pouvoir choisir ses batailles, comme disait Diane au début. Non, c'est Carlotta, je crois, qui le disait au début. On ne va pas pouvoir impacter partout, tout le temps, mais il y a plein de choses qui vont permettre des actions qui vont permettre d'impacter un peu tous les services et faire en sorte qu'on travaille mieux et dans l'intelligence collective. Voilà sur ma partie. Du coup, je vais passer la main à Diane qui va aller sur la partie Customer Success. Yes, pour finir sur la quatrième phase. Mais en fait, une fois qu'on s'est dit tout ça, il y a déjà beaucoup d'informations. Et notamment quand on est solo PMM, effectivement, on a déjà la tête dans le guidon pour faire de l'acquisition qui est généralement priorisée par l'entreprise ou dans l'esprit même de l'équipe produit. Le but, c'est d'avoir des utilisateurs sur la fonctionnalité ou sur le nouveau produit. Et parfois, on va délaisser à tort toute la partie justement Customer Success à la fin. Comment on fait pour, une fois qu'on a lancé, peut-être prendre un pas de recul et mettre tout notre go-to-market, notre market research, la discovery, etc. de côté pour se dire, bon, qu'est-ce qui se passe réellement dans le produit ?
mettre le nez dans le produit, voir comment on gère aussi les customer success, parce que, comme l'a dit Chloé, si on n'a pas de rétention, on est juste un panier percé, et on a beau faire rentrer autant d'utilisateurs qu'on veut, s'ils sortent, ça sert à rien. Du coup, le product marketing, il va vraiment avoir un rôle que moi je trouve génial, parce qu'on peut avoir des quick wins hyper facilement sur l'attention à l'utilisateur. Et on a des quick wins facilement, tout simplement parce qu'ils sont déjà dans la plateforme. Donc en fait, on peut aller chercher des chiffres très rapidement sur si on est bien outillé. Sur qu'est-ce qui se passe exactement dans le funnel, où est-ce qu'on perd de l'activation, quel temps aussi passent nos CS sur l'attention à ces clients-là. Et typiquement, un exemple de signal, par exemple, qu'on avait eu chez Figures, qui n'est pas directement visible dans le produit, c'est qu'on avait vu via Intercom qu'on avait des tickets, un nombre de tickets anormalement élevé sur des questions récurrentes. Et là, le PMF, en l'occurrence, moi, j'étais déjà bien intégrée avec les CS, donc je n'ai pas eu besoin de convaincre outre mesure, et ça s'est assez imposé naturellement. Mais en fait, si j'avais dû convaincre sur le fait qu'il fallait faire une action là-dessus, je serais partie justement du nombre de questions, de la liste des questions récurrentes sur lesquelles on a un nombre de tickets anormalement élevé. J'estime par exemple que ça représente une charge de travail de tant d'heures par semaine qui est sans valeur ajoutée, puisqu'en fait, les CS font juste répéter la même chose sur des questions. Et que c'est un temps, par exemple, qui pourrait allouer à d'autres choses à forte valeur ajoutée, comme l'upsell, par exemple, qui est aussi souvent délaissé côté CS, alors qu'en fait, les CS ne font pas seulement du support et sont justement là pour faire de l'upsell et capitaliser sur les utilisateurs satisfaits. Et donc, pour réduire cette charge en tant que de temps d'heures en tant que PMM, ce que je vais proposer, c'est d'essayer d'aller prendre du temps qu'on passe sur ces actions à faible valeur ajoutée, les mettre sur de la formation à l'upsell, par exemple, et pourquoi pas même carrément dire au CPO ou au CEO, en fait, on peut imaginer une augmentation de tant de pourcents de l'upsell si on fait ce move-là, et de là, proposer de mettre en place des actions comme un help center qui est bien documenté, qui est mis à jour, et de suivre les métriques qui y sont associées. Typiquement, c'est ce qu'on a fait chez Figures. Alors, on n'a pas de résultats sur l'upsell et ce n'était pas un objectif qu'on s'était mis. L'objectif, c'était déjà de décharger les CS. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que dans le mois suivant, la mise en ligne du Help Center vraiment fournie, bien communiquée au bon moment aussi, avec de l'aide contextuelle, on a eu une augmentation, je crois, de 200% du niveau de lecture déjà des articles. Au début, on a un peu pris peur en mode, en fait, on a plein de personnes qui ont besoin d'aide maintenant. Avant, on n'en avait pas autant. En fait, non, c'est juste qu'on a beaucoup plus de personnes qui trouvent l'aide dont ils ont besoin tout seuls. Et du coup, par effet de levier, au même moment, on a vu le nombre de tickets baisser sur les questions qu'on avait adressées. Et donc là, on sait qu'on décharge du temps au CS. Et ça, pour le coup, c'est des quick wins qu'on peut avoir. On peut en avoir aussi directement dans le produit en se disant... en fait, on remarque qu'au moment de l'onboarding, on a un drop assez significatif d'utilisateurs. C'est quand même leur première expérience avec le produit. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire justement pour réduire le potentiel churn? On peut analyser ça par une baisse du NPS aussi. Et là, ce qu'on va faire, c'est plutôt se poser avec les équipes produits, mapper ensemble le flow, voir où est-ce qu'on a des baisses. Encore mieux si on a des outils type Amplitude pour avoir une base chiffrée sur laquelle s'appuyer. Et là, en tant que PMM, on va avoir un rôle hyper intéressant de se dire, qu'est-ce que je peux apporter et surtout à quel moment et à qui? Donc, on a le contenu, on a le bon moment et on a la segmentation pour qu'on puisse donner plus d'autonomie aux utilisateurs, qui soient satisfaits de leur onboarding et même qui recommandent en fait l'onboarding. Donc, on a plein de leviers et de métriques différentes sur seulement l'amélioration d'un point dans l'onboarding. Pareil, ça peut aussi décharger les CS sur s'ils arrivent à s'onboarder tout seuls. Par mécanique, les CS vont passer moins de temps sur leur entrée dans le produit. Donc voilà, il y a plein de jeux comme ça qu'on peut faire pour décharger les CS et surtout travailler avec eux. Ils connaissent aussi très bien, tout comme les sales connaissent les prospects. Les customer success sont de front avec les clients. Et du coup, c'est aussi une source
intarissables de feedback produit qu'on peut faire remonter à l'équipe produit pour développer de nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est un peu pour moi une source inépuisable qui parfois est laissée de côté parce qu'on a la tête dans le lancement de nouvelles features, alors qu'on gagnerait aussi à bien améliorer l'existant plutôt que de créer, de rajouter de la feature, quoi. Donc voilà, personnellement, c'est un chantier que j'adore et je trouve que pour le coup, quand on veut démontrer notre impact, prendre le côté CS et d'autant plus les rallier à notre cause et leur dire en fait on va vous décharger du temps, donc oui, un product marketing manager, ça va vous être utile. Je pense qu'il y a très peu de freins qui peuvent se mettre entre ces arguments-là, quoi. Merci Diane. Il nous reste 4 minutes sur ce webinaire qui est hyper dense. J'ai vu que vous avez, bon, il y a eu plein de questions dans le chat, mais vous êtes toutes, enfin, voilà, elles sont toutes répondues. On peut peut-être se faire un petit... Moi, je retiens pas mal de choses de ce webinaire. C'est effectivement votre rôle est à la croisée de tous les chemins, comme celui du product manager, en fait. L'idée, c'est quand même d'aller rassembler côté sales, côté marketing, côté customer success et côté produit pour avoir le plus d'impact et aller tirer un ROI aussi, in fine, qui va être beaucoup plus fort en rationalisant des choses, en les améliorant, en clarifiant les messages, etc. Je vais vous laisser la parole puisque c'est le premier épisode d'une prochaine série, a priori, qu'on souhaite lancer tous ensemble. Donc voilà, vous vouliez passer commande. Donc c'est à vous aussi dans le chat de voir s'il y a des sujets qui vous parleraient pour les prochains. Et s'il y en a d'autres sujets qu'on n'a pas énoncés là aussi, n'hésitez pas à nous le dire. Oui. C'est juste pour inspiration. Oh ben, je crois que les trois. Hein. Les trois ont l'air de... On a du travail pour les prochains mois, c'est bon. Exactement, mais c'est vrai que sur les OKR, alors moi je reprends ma casquette de coach OKR aussi là-dessus, c'est hyper important, c'est ce que vous aviez dit tout au long du webinaire, c'est plus on est en amont avec l'ensemble des équipes, et c'est valable pour toutes les équipes, quand on fait des OKR, surtout on ne fait pas des OKR en chambre, c'est pas que le C-level qui le fait, il faut avoir une approche très bottom-up pour que tout le monde soit imprégné finalement de pourquoi on va vers ça et qu'est-ce qu'on veut atteindre, et effectivement... si on a un PMM dans l'équipe, il faut absolument qu'il soit là aussi. Donc voilà. Merci beaucoup, Chloé, Charlotte, Diane, Carlotta. C'était top. C'est une bonne clôture de cette année. Je suis ravie que vous ayez posé vos valises chez nous pour cette série. Bien, merci à vous, Nicolas et Marion, pour l'accueil et à toutes les personnes aussi qui ont assisté au webinaire. Ouais, merci beaucoup et on espère pouvoir vous donner rendez-vous et vous revoir du coup en début d'année avec les prochains webinaires et merci pour vos réponses. Ça va nous permettre de prioriser les sujets. Merci à vous tous et passez de Merci, belles fêtes de fin d'année. Oui, passez tous de belles À fêtes. bientôt. À bientôt. À bientôt.